Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arrière Organisation Tactica, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, comment choisir une arme d'occasion. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci aux des abonnés qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas que vous avez dans la rubrique communauté un onglet donc souscription pour pouvoir avoir un coaching sur différents problèmes que vous pouvez rencontrer, notamment avec vos armes, pour vos achats, achats de matériel, et j'en passe. Donc vous avez deux options possibles, hein. Je vous invite donc à aller vérifier ça. Ensuite, donc la chaîne donc est dans la continuité, donc elle monte, donc tant mieux, nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous invite aussi à aller voir le règlement pour ce qui concerne la chaîne et tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises pour les achats d'armes d'occasion. Étant donné que j'ai quand même pas mal d'expérience sur le niveau achat d'armes d'occasion, notamment parce que j'ai eu des formations à ce niveau-là par rapport à certains collectionneurs et certains tireurs à une certaine époque, qui m'ont appris toutes les filières du métier, si j'ose dire, parce que j'ai aussi côtoyé énormément d'armuriers qui étaient donc des amis, qui m'ont énormément donné beaucoup d'astuces d'anciens, qui sont très importantes. Donc, le sujet de la vidéo, ça va être évidemment de savoir comment on peut choisir, tout en ayant une certaine confiance, l'achat d'une arme d'occasion, que ce soit une arme d'épaule, donc une arme comme le Mauser 98K qui se trouve donc ici pour une arme du TAR par exemple, ou une arme de collection, une arme traditionnelle, enfin si je peux appeler ça comme ça, une arme moderne, arme de poing, arme d'épaule, semi-automatique, revolver. Donc il y a énormément de choses à savoir. Donc je vais essayer de faire la vidéo pas trop longue, puisque sinon je vais vous perdre, et puis c'est pas le but non plus. Mais pour ceux que ça intéresse vraiment, je vous invite à regarder la vidéo quand même jusqu'au bout, parce qu'en fait, je me donne du mal donc à vous donner énormément d'astuces et énormément de solutions à des questions que vous pourriez éventuellement vous poser, notamment surtout pour les novices. Ça peut aussi être pour des experts, dans le sens où ils ont l'habitude d'acheter des armes neuves et non pas des armes d'occasion, donc ça peut être intéressant aussi pour eux, parce qu'on ne peut pas tout savoir, bien évidemment. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout savoir non plus, mais j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine. Et j'en ai vu de toutes les couleurs sur les armes de collection, donc entre ce qui concerne donc les magouilles, les mensonges, les arguments qui tiennent pas la route, et plein de choses. Donc, alors, on va arrêter le bavardage. On va commencer par les choses les plus importantes à vérifier. En fait, on va commencer par un contrôle visuel de l'arme. Donc, c'est-à-dire un contrôle esthétique. Donc, déjà à la base, ça va vous donner un ordre d'idée sur l'entreposage de l'arme qui a été fait, par exemple, l'entretien, etc. Puisque une arme qui a été mal entretenue, automatiquement, il y a des traces. Il y a des traces de salissures, des traces de poudre non brûlée, notamment au niveau des culasses, fenêtres d'éjection. Certains ne voudront pas que vous la démonter ou ne voudront pas que vous la démontiez. Donc ça, c'est pas bon. Donc ça, déjà, il y a un problème quelque part. Donc ça, déjà, vous pouvez dire ciao, vous oubliez complètement. Ensuite, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, notamment tout ce qui est queue de détente, percuteur, donc bien évidemment culasse, bloc de culasse et canon. Alors on va commencer, comme je vous disais, et comme je viens de le dire, sur le contrôle visuel. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'usure générale de l'arme, son état général, autrement dit un contrôle technique visuel. La céracote pour une arme actuelle, donc un fusil d'assaut par exemple un AR-15, donc je l'ai pris comme exemple. S'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas d'éclat de peinture, s'il n'y a pas comment dirais-je, de traces de coups, de chocs importants. Alors, toutes ces armes-là, tout ce qui concerne les fusils d'assaut, vous avez ce qu'on appelle donc les freins de bouche, flash hider, etc. Si lui a un ion, ce sera un argument de vente pour pouvoir casser le prix, sachant que ça va obligatoirement protéger la bouche. Donc, c'est important sans être important. C'est important parce qu'il faudra le changer. Bon, donc c'est un élément à prendre en compte. Ensuite, tout ce qui concerne les organes de visée. Donc, à vérifier, par exemple, ici, nous avons la hausse et le guidon, donc, et la hausse. Vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Ça, c'est très important dans les deux, notamment latéral, qu'il n'y ait pas de jeu latéral. Vérifiez bien les clics de réglage, voir qu'il n'y a pas de jeu, voir s'il n'y a pas de pièces cassées. Si c'est pas cassé, si c'est pas détérioré, s'il manque pas quelque chose, ça, c'est très important. Bien que ça se change, mais c'est à vérifier quand même, puisque ça peut vous faire baisser le prix. Crosse,
Pour ce qui concerne un AR-15, donc Cross M4, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu. Ça, vous avez l'exemple ici d'une très bonne Cross qui s'appelle la STR de chez Magpul, où elle a un verrouillage ici pour éviter tout jeu par rapport au tube tampon, donc ça c'est excellent. Ensuite, dites-vous bien une chose, le jeu dans une Cross sur un M4, si vous n'avez pas une STR par exemple, ou tout autre modèle de Cross qui n'a pas de verrouillage pour le tube tampon, vous avez obligatoirement un jeu. Donc ça, on va dire que c'est normal. Après, il existe une solution pour contrer le jeu. Mais ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Ce sont des petites astuces aussi que je vous donnerai. La queue de détente, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu latéral sur la queue de détente, pas trop de jeu, hein, parce que si elle flotte dans tous les sens, il y a un souci. Tout ce qui est goupille de démontage et tout ce qui est vis. Alors là, on va plutôt avoir affaire à tout ce qui est Mauser et tout ce qui est revolver par rapport aux vis. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors, on va prendre l'exemple d'un Mauser 98K ou toute arme de collection première ou deuxième guerre mondiale. Tout ce qui est vis ici, toutes ces vis là, vis ponté magasin et contre-vis, à vérifier qu'il n'y ait pas de nion dans le sens où des gros coups de tournevis, de bourrin qui esquintaient la vis. Donc déjà, s'il y a ça, ça veut dire que la personne qui l'a eu dans les mains n'était pas forcément quelqu'un de soigneux à ce niveau-là. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, vérifier tout ce qui est jeu ici, même si c'est bien serré. Il peut y avoir du jeu, c'est-à-dire que si ça se trouve, c'est même pas à la crosse d'origine. Donc ici, le jeu entre toute la carcasse et la boîte de culasse, à vérifier aussi. Ensuite, les culasses, j'en avais déjà parlé. Si vous n'avez pas la même culasse, c'est-à-dire, quand je parle de la même culasse, je parle du numéro de série de l'arme. Si c'est pas le même numéro, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Sur le Mauser 98K, j'en avais déjà parlé. Donc si les culasses ne sont pas au même numéro, vous ne pourrez vraiment jamais savoir si ça a été fait sur le terrain ou si ça a été fait volontairement par la personne qui a possédé l'arme, etc. C'est pas possible. Mais c'est pas grave en soi, puisqu'en fait, comme je l'avais déjà expliqué, ces armes-là, les culasses étaient enlevées quand c'était des prises de guerre pour certaines. Donc elles étaient remplacées par la suite. Donc ça, c'est pas encore trop gênant. Vérifiez bien aussi que ce soit une culasse modèle Deuxième Guerre mondiale. Et non pas un modèle Première Guerre mondiale avec le levier coudé. Non coudé, pardon. Parce que là, on est sur un Mauser 98K avec une culasse coudée. Vous avez certains modèles avec des culasses à levier droit. Sur certains modèles Deuxième Guerre mondiale aussi, plus rares, mais vous en avez. Tout ce qui est 98K, en général, enfin je dis pas en général, tous ont une culasse coudée. La sûreté drapeau, faire attention qu'il n'y ait pas de jeu. Percuteur, vérifiez bien les percuteurs à l'intérieur. Donc, la petite astuce, je vais vous la donner. Donc, on va faire comme si elle était sur une expo, mais normalement, elle doit être culasse ouverte. Donc, on ouvre la culasse, on la referme, et là, je vais vous montrer quelque chose. Là, on met le drapeau en position haute. Donc, c'est-à-dire que là, percussion, donc impossible. Ouverture de la culasse, possible. On retire sa culasse. On appuie ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éjecteur. On enlève la culasse. C'est un moyen très simple, hein, ça prend 2 minutes quand on sait le faire. Vous avez ici un petit poussoir. Vous appuyez dessus. Vous dévissez. Vous réappuyez sur le poussoir. Vous dévissez tout simplement, parce que j'ai déjà eu le tour, hein, je vous le dis. Hein. Et là, vous sortez le bloc complet. Donc là, vous avez percuteur complet, ressort de percuteur, noix de percuteur, le bloc culasse, ici. Voilà. À vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, c'est-à-dire pas de jeu là-dedans, normalement il ne devrait pas y en avoir ici, et qu'il n'y ait pas de nion à ce niveau-là, surtout parce que là, c'est là où vous avez donc la gâchette, etc., qui va accrocher pour pouvoir faire partir le coup. Donc ici, s'il y a un nion ici, c'est pas bon. Et évidemment, la partie la plus importante, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vérifier ça, c'est celle-là. Voilà, la pointe ici. Combien de fois j'ai vu des culasses avec des pointes cassées, sans que ça ait été dit. Donc déjà, un percuteur sur un Mauser 98K, c'est 100 € à peu près. Donc voilà pour la petite astuce à vérifier en priorité sur un Mauser 98K ou sur une arme d'épaule à verrou. Alors sur les armes modernes, c'est plutôt rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Maintenant, je vous parlais des vis. Vous pouvez avoir une arme à un aspect tout à fait esthétique correct et valable,
Mais avoir des vis comme sur le Colt qui se trouve ici, les vis qui sont ici, la vis qui est ici, par exemple, avec des nions. Alors, une chose importante, nous avons un modèle nickelé à la main. Maintenant, supposons que les vis ne soient pas de la même couleur, que ce soit des vis bronzées. Donc là, il y a un souci, c'est-à-dire que quelque chose a été changé. Donc déjà, ça a été ouvert. Que ce soit ouvert, c'est une chose. Pour le nettoyage et l'entretien, oui. Mais par contre, déjà, c'est plutôt rare de démonter complètement les plaquettes ici pour avoir la mécanique. Donc évidemment, on les fait à peu près tous les 6 mois. Après, suivant le tir que l'on fait, si on fait beaucoup de tirs, si on tire énormément avec, bon oui, il va falloir démonter assez régulièrement tout ce qui est mécanique à l'intérieur et faire un nettoyage complet. Bon, c'est plutôt rare. Moi, je conseille toujours tous les 2-3 tirs, si on tire beaucoup, de les nettoyer, parce qu'après, voilà, c'est toujours compliqué. C'est quand même des armes de collection, donc on fait attention. Donc là, si les vis ne sont pas aux mêmes couleurs, notamment pareil pour ce qui concerne l'axe qui se trouve ici, là, il y a un souci. Ça peut se révéler aussi sur la même arme, bronzée, avec un bronzage différent au niveau des vis. Donc là, il y a problème. Pareil, l'état des vis, très important. Donc voilà, le jeu dans le barillet. Là, on parle d'un revolver. Donc le jeu dans le barillet, il ne faut pas qu'il y ait de jeu dans le barillet. Idem pour la fermeture, je l'avais expliqué, au niveau de la synchronisation. Donc on vérifie bien la synchronisation. On fait un armé à blanc, bien évidemment en faisant les mesures de sécurité d'usage. On vérifie, ça a l'air correct, nickel. Ensuite, l'aspect intérieur des chambres. Qu'il n'y ait pas des fissures, par exemple. Ça peut arriver sur des surcharges, notamment sur un Colt. À savoir qu'un Colt Python, c'est extrêmement costaud. Les Colts sont extrêmement costauds au niveau des carcasses. Donc ils peuvent résister à certaines pressions. Donc attention à ça, gonflement du canon, je l'avais expliqué. Donc il suffit de passer sa main, donc comme ça. Ça doit être complètement rectiligne à ce niveau-là, dans tous les niveaux. Donc si vous sentez une bosse d'un seul coup, ah, il y a un gonflement de canon. Donc là, il y a un souci. Ça peut être dû à une munition, donc une ogive qui est restée coincée à l'intérieur. Ça peut être dû à ce qu'on appelle un bagage. Donc un bagage, vous allez avoir une bague à l'intérieur du canon. Quand vous allez regarder à l'intérieur, vous allez avoir une espèce de bague comme une ombre cylindrique à l'intérieur du canon. Donc là, il y a un souci. Donc voilà les priorités pour une arme d'occasion. Ensuite, on va passer sur une arme semi-automatique. Là, ça devient beaucoup plus complexe. Alors, vous aurez toujours du jeu plus ou moins. On va prendre le Colt en 1911, qu'il soit d'origine ou qu'il soit sorti d'usine. Alors, s'il est sorti d'usine, qu'il a été dans les mains de plusieurs personnes, donc de plusieurs propriétaires, tout dépend de comment il a été manipulé et comment il a été entretenu. Pareil, regardez donc tout ce qui est crasse, etc. Donc, vous marquerez ici qu'il y a 0 crasse. Ici, donc c'est pareil. Donc, voilà. Donc, vérifiez bien tout ce qui est chambre. Donc, si vous pouvez le démonter, si vous autorisez à le démonter, ou vous le faites démonter pour vérifier le canon. Le jeu, vérifiez qu'il n'y ait pas. Voilà. Donc là, il y a un jeu, c'est normal, c'est quand je vais tirer la cuirasse en arrière, elle va revenir, donc ça c'est logique. Mais là, tout est bloqué, il ne doit pas y avoir de jeu. Regardez, j'ai pas de jeu. Je n'ai pas de jeu. Très important. Sur la queue de détente, pareil, vérifiez tout ce qui est latéral au niveau de la queue de détente. Les organes de visée, qui eux ne sont pas protégés sur un 1911. Vous n'avez pas de tunnel, par exemple ici, comme sur le Moser 98K. Donc pareil, pour ce qui est Glock, etc., donc il faut faire attention. Parce que s'il est tombé et qu'il y a un coup ici, évidemment, ça va poser problème pour la visée. Idem pour ce qui est au niveau de la hausse. On fait très attention à ça. Pareil, percuteur. Vérifiez bien les percuteurs. Éjecteur, extracteur, percuteur. Donc 3 choses importantes. Chargeur. On vérifie le jeu dans les chargeurs. On vérifie bien. Donc là, il y en a un petit peu, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit complètement branlant. Donc là, il y a un souci. On vérifie qu'il s'éjecte bien. Extraction du chargeur, nickel. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Une petite astuce, qui n'est pas une vérité en soi, mais qui va vous donner un ordre d'idée sur l'état d'usure d'un canon. Je m'explique. Ici, nous avons une munition, vide, je précise bien, elle est vide. Elle a été ressertie, mais elle est vide. De 357 Magnum. Le but du jeu est très simple. Vous prenez une munition inerte. Donc, exemple, pour ceux qui rechargent, vous la faites faire par quelqu'un qui recharge. Il va enlever, il va pas mettre l'amorce, il va sortir une ogive, comme si c'était une munition pleine. Ensuite, ce que vous faites, vous allez chez un armurier, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une arme neuve, vous prenez la munition et vous mettez l'ogive à l'envers, à l'entrée du canon, comme ceci. Tac, voilà, comme ceci.
Une fois qu'elle est à l'entrée du canon, ça va bloquer au niveau des rainures. Vous mettez avant dessus au marqueur, donc vous la mettez complètement au marqueur, vous écrivez complètement au marqueur dessus, enfin vous écrivez rien, vous colorez au marqueur noir indélébile l'ogive, vous la rentrez, comme je viens de vous le montrer, par la bouche du canon, tac, et là, vous appuyez fortement dessus, et vous allez avoir les 4 traces, ou suivant le nombre de rainures, des rainures sur l'ogive, qui vont apparaître. Ça va vous donner approximativement le taux d'usure. Donc là, vous avez fait ça sur une arme neuve. Vous gardez bien la munition dans un sachet de façon à ce que ça ne s'efface pas, pour faire attention que ça ne s'efface pas quand même, mais comme c'est un marqueur indélébile, bon, ça ne devrait pas s'effacer, mais mettez-le dans une petite pochette en plastique ou un petit sachet en plastique de façon à ce que ça ne puisse pas s'effacer dans votre poche. Vous y allez, vous prenez votre munition, si c'est une arme d'occasion, vous vérifiez bien, vous regardez bien, et là, ça va s'enfoncer plus ou moins. Si vous arrivez et que la munition s'enfonce, je vais bien vous montrer ça, jusqu'ici, là, au niveau du collet, c'est ce qu'on appelle un collet, donc ici, au niveau du sertissage, c'est mort. Le canon, il est rincé. En général, c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir, on est à peu près ici, grosso modo, hein, à la louche, on est à peu près ici. Ça va vous donner un ordre d'idée sur l'usure du canon. Alors, quel est le potentiel d'un canon sur une arme à feu? Alors ça, c'est vraiment aléatoire. C'est suivant les munitions qui ont été utilisées, donc si c'est des pleines charges ou pas. Ça dépend aussi d'un entretien. Ça dépend de la poudre qui a été utilisée, ça dépend de plein de choses, ça dépend des ogives qui ont été utilisées par rapport à l'usure. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Le mec peut vous raconter n'importe quoi. Elle a tiré 300 cartouches alors qu'elle en a tiré 3000. Peut-être qu'il dit vrai, peut-être pas. Le meilleur moyen, c'est celui-ci, ça vous donne à peu près un ordre d'idée. C'est valable pour toutes les armes. Là, je vous ai montré sur le Colt Python, donc avec une munition de 357 Magnum, vide, je précise. C'est valable sur un 1911-1 en calibre 45 ou 40 Smith & Wesson, etc. C'est valide sur un Glock ou un Canik, par exemple, ou toute arme semi-automatique de calibre 9 mm Parabellum. C'est très important, mais très très important pour un Mauser 98K. Là, c'est ou une autre arme de collection d'épaule. C'est super important de faire ça. C'est primordial, je dirais. Puisqu'en fait, à l'époque, les munitions, les amorces avaient un vernis sur l'arrière. Le vernis était corrosif. Donc, ensuite, vous aviez la poudre qui était corrosive. Vous aviez aussi le fait que ce soit des armes de terrain, des armes de guerre qui ont fait du terrain de côté obligatoirement, donc avec la poudre qui n'était pas corrosive. L'humidité, la boue, etc. Et j'en passe, et des vertes et des pas mûres, vous avez ce qu'on appelle un canon peau d'orange. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, suivant le taux d'usure de l'arme, il est rincé ou pas. Donc, je vous montrerai un exemple dans une autre vidéo par rapport à un Lee Enfield, notamment celui de Jeff, qui nous présentera dans une future vidéo, par rapport à l'historique. On vous expliquera l'usure du canon, vous verrez que son canon est vraiment bien rincé. Alors, vous allez me dire comment on fait sur un fusil d'assaut, puisqu'en fait on a le flash hider ou le frein de bouche, et ben c'est exactement la même chose, hein, de toute façon, vous faites exactement, puisque la munition va rentrer, il faudra justement faire ça avec un peu plus de précaution, de façon à ce que la munition ne touche pas à l'intérieur du frein de bouche ou du flash hider, de façon à ne pas mettre de traces sur l'ogive, de façon à ce que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc ça, par contre, c'est important. Maintenant, les chambres. Pour ce qui concerne ces armes-là et ces armes-là, donc faut faire super attention. Il faut vraiment regarder avec un miroir, avec une lampe à canon, etc. Il faut bien regarder les chambres. Si vous tombez sur une arme Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale avec une chambre à l'intérieur qui est piquée, attention. Attention à une chose, entre poussière de rouille et piqué, il y a une grosse différence. Si c'est de la poussière de rouille, c'est pas trop grave, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez rétablir la situation sans problème. Maintenant, quand c'est piqué et creusé, j'ai bien dit creusé, là, il y a danger. Puisqu'en fait, si c'est creusé, il y a une partie du métal qui est déjà partie. Donc, si une partie du métal est déjà partie, c'est fragilisé. Donc, c'est pas forcément bon. Maintenant, s'il s'agit d'une arme de collection pure et dure que vous voulez simplement avoir pour du mannequin ou autre, c'est pas trop gênant. Enfin bon, moi je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon, c'est pas trop gênant. Après, c'est l'occasion qui fait le larron. Par contre, là, le prix n'est pas du tout le même. On chute à 70% de moins, facile. Il n'y a pas de souci. Après, si c'est pour une arme de tard, là, c'est relativement important. C'est même pas la peine. Vous pouvez dire adieu. Attention à tout ce qui est remontage. Donc, c'est pareil. Que ce soit une arme
actuelle, donc une arme moderne ou une arme de collection, vérifiez bien les numéros des pièces qui correspondent bien à l'arme. Si une pièce a été changée, c'est qu'il y a eu un souci. Renseignez-vous sur les soucis qu'il y a pu y avoir. Ça peut être une erreur de démontage, une pièce qui a été esquintée puisqu'il fallait certainement pas la démonter ou alors la démonter d'une façon particulière, de façon à ne pas l'abîmer, ça peut être ça. Ça m'est déjà arrivé, bon si c'est ça, c'est pas trop grave. Demandez toujours pourquoi une pièce a été changée. Il peut y avoir plusieurs raisons. La personne ne vous dira pas forcément la vérité. Voilà à peu près ce qui concerne les armes d'occasion, donc en général. Donc, par contre, pour une arme de collection, je reviens là-dessus sur un truc très important, les crosses. Ne vous figez pas sur les crosses. Deux choses à savoir sur les crosses. Si ça correspond bien à l'arme concernée, donc le numéro de série, si c'est bien le même modèle de crosse, donc là on est sur un modèle 44, c'est un lame collé, ça n'a rien à voir avec un modèle en début de guerre, c'est pas du tout les mêmes crosses. Est-ce que c'est bien la crosse qui correspond au modèle concerné 98 comme modèle 44 par exemple? Si c'est le cas, c'est bon. Si elle n'est pas au même numéro, c'est pas grave. Donc, faites attention aussi à ça. Ensuite, l'aspect de la crosse. Donc, faut pas qu'elle soit fissurée. Si elle est fissurée, c'est réparable. C'est pas grave en soi, mais c'est réparable. Ça fait chuter le prix. Ensuite, si elle est vraiment sale et crasseuse, ayez l'œil parce que vous n'allez pas forcément voir une fissure ou une casse sur la crosse. Donc, soyez vigilants. Alors, ça peut en général se retrouver sur un Mauser, par exemple. Je vais vous montrer les deux endroits où ça peut être fréquent. Donc ici, ça c'est fréquent, relativement fragile. Et notamment, bien évidemment, donc ici. Là et en dessous. Voilà, vérifiez bien. Ensuite, pour ce qui concerne le dessous, bon c'est plutôt rare, mais ça peut arriver aussi ici. Donc voilà, pour ce qui concerne une arme de collection, et ça c'est valable pour un Lee Enfield, pour un Garand ou n'importe quoi. Tout ce qui est arme de collection, donc c'est à vérifier. Le bronzage, pareil. Sur une arme bronzée, une arme de poing, telle qu'elle soit, ou une arme d'épaule, donc par exemple le Mauser, vous voyez hein, l'état du bronzage d'origine, il est nickel, vérifiez bien l'usure du bronzage. Ça, c'est un signe révélateur de mauvais entretien, donc par contre, s'il y a de la poussière de rouille dessus, ça veut dire qu'il était mal stocké, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour une arme de collection, je parle. Ensuite, pour une arme actuelle, moderne, si le bronzage est esquinté, qu'il y a des rayures, etc., dessus, c'est une arme qui a énormément servi pour de la manipulation. Alors, ça, c'est à double tranchant. Si c'est une arme qui a servi pour de la manipulation, à sec, c'est pas parce qu'elle a des traces d'usure et de manipulation qu'elle est forcément esquintée à 200%. Le canon sera quasiment en parfait état. Donc, supposons que ce soit une arme, on va dire comme celle-ci, qui est servie pour l'instruction, qui a tiré, on va dire, 200 cartouches ou 300 cartouches, ce qui est ridicule, hein, pour une arme comme ça. Et vous avez énormément de traces d'usure, de manipulation, pour de l'instruction, bah, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'intéressant parce que vous avez un canon en parfait état. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte. Et très importantes. Ensuite, il peut s'agir aussi d'une arme mal entretenue, pareil, mal stockée. Donc les traces d'usure sur une arme, les traces de manipulation, on peut faire chuter le prix, mais c'est un peu plus dur de faire chuter le prix grâce à ça, parce que comme je vous dis, il y a plein de critères que je viens de vous énoncer maintenant, qui sont importants et qui risquent de rentrer en ligne de compte pour le vendeur. Demandez toujours l'origine de l'arme. Toujours. D'où elle vient, quel a été son ancien propriétaire, comme une voiture un petit peu, combien il y a eu de propriétaires. Donc normalement, si vous tombez sur un armurier pour un dépôt-vente, en général, je dis bien en général, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement, hein, je ne veux pas leur cracher sur la figure, les armuriers vérifient l'arme, en général. Ça se passe comme ça, c'est leur boulot, c'est leur taf, c'est leur métier. Ils récupèrent l'arme, ils la vérifient, ils donnent une cote de prix, ils la mettent en dépôt-vente. Normalement, si vous connaissez bien votre armurier, vous avez confiance en lui, il ne devrait y avoir aucun souci. Il va se renseigner, si c'est une arme qu'il a vendue lui-même à plusieurs propriétaires, il va vous le dire. Donc ça, c'est quand même des facteurs qui sont à prendre en compte aussi. Combien il y a eu de propriétaires, quel a été son premier propriétaire, s'il y a eu plusieurs propriétaires derrière, depuis combien de temps elle a été sortie, c'est-à-dire le nombre d'années qu'elle a. Donc ça peut être aléatoire aussi, ça c'est compliqué. Alors par exemple pour un Colt Python, vous avez l'année de fabrication qui a une importance capitale au niveau de sa cote. Pareil pour les armes de collection, donc modèle 44, modèle 39, 38, 37, 42, etc. Les modèles de Mauser par rapport aux fabrications pays de l'Est pour certains,
vous avez des Turcs, vous avez des fabrications chinoises, donc ceux-là sont rares plutôt, fabrications chinoises, etc., avec des tampons et des poinçons qui sont complètement différents. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est compliqué parce que là, vous avez les cotes qui sont complètement différentes. On peut passer du simple au double pour un Moser modèle 98, première guerre ou deuxième guerre, au niveau du prix, par rapport à son modèle. Donc un modèle turc, un modèle brésilien, un modèle chinois, comme je viens de vous le dire, un modèle pur allemand, un modèle belge, un modèle... Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo sur le Moser. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs à ce niveau-là. Donc là, c'est pareil, il faut faire très attention. Si vous êtes novice, donc là je m'adresse aux novices, et que vous voulez vraiment un Moser, ne vous prenez pas la tête. Soit c'est un entrée de guerre. En fait, il y en a trois. Enfin, il y en a trois principaux, on va dire. L'entrée de guerre, modèle 38, ou 33, 33, 38, 37, modèle 42, modèle 98K, modèle 44. Donc celui-ci, que vous avez sous le nez. C'est les plus courants, on va dire, à déceler et à reconnaître assez facilement par rapport à leurs variantes. Ce sont des variantes, grosso modo. Hein. Voilà, donc ça, au moins, vous avez trois critères différents par rapport au modèle 98K et au modèle 98 en général. Ça, c'est important à savoir. Ça, je me réfère beaucoup aux novices parce qu'en fait, j'ai vu des erreurs sur des Moser. On me dit oui, j'ai acheté un super Moser. Donc, c'est bien. Mais bon, après, il s'aperçoit qu'en fait, bah, c'est pas du tout ce qu'il voulait, qu'il y a eu une bidouille dessus, qu'il y a eu des pièces qui ont été changées qui n'ont rien à voir, des pièces de Première Guerre mondiale sur des modèles Deuxième Guerre mondiale et inversement. Donc là, c'est relativement compliqué. Pour ce qui concerne les armes d'assaut, attention aux munitions qui ont été utilisées. Demandez bien le poids de l'ogive. Si c'est du 55, par exemple, pour un modèle AR-15, si c'est du 77 grains, le pas de raidure du canon, donc ça est à vous de vous renseigner par rapport à la fabrication de l'arme. Donc là, normalement, vous pouvez le trouver assez facilement, le pas de raidure du canon, etc., etc. Si c'est un canon martelé à froid, un canon Walter Lothar, par exemple, ou tout autre canon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Choisissez bien votre modèle, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas non plus sur un coup de cœur. Alors, comment dirais-je? Oui et non. Vous pouvez faire une très bonne affaire, mais si vous vous précipitez trop, vous risquez de faire une connerie. Ça m'est déjà arrivé, hein, bien évidemment. Donc là, déjà, pour se faire reprendre l'arme, c'est déjà un peu plus compliqué. Une chose extrêmement importante pour les armes de collection. Ne jamais, jamais, en aucun cas, choisir une arme sur simple photo. En aucun cas. Plusieurs raisons. 1, vous pouvez tomber sur des photos qui datent d'il y a 30 ans. J'extrapole, bien évidemment. C'est-à-dire que l'arme que vous allez voir sur la photo ne correspond absolument plus par rapport à son état d'usure à aujourd'hui. Vous pouvez tomber sur une arme, si vous ne voyez pas le numéro de série, qui n'est pas du tout la même. C'est le même modèle, mais c'est pas celle-là. Vous pouvez tomber aussi sur des armes, alors ça c'est important quand on voit pas le numéro de série, qui ont été changées en deux parties. Par exemple, sur un AR-15, la partie haute et la partie basse. Pour un semi-automatique, un Colt 1911, modèle 1911, ou généralement toutes les armes semi-automatiques, partie haute, partie basse qui ont été changées, qui ne sont pas forcément le même numéro. Donc c'est-à-dire qu'on a pris la partie haute d'une, on l'a remplacée par une autre qui n'est pas du tout l'arme d'origine. Et tout ce qui est manipulation dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les vérifications, donc que détente, chien, percuteur, jeu au niveau du puits de chargeur, les chargeurs, le jeu dans le canon par rapport à une arme semi-automatique, etc. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Et vous risquez de vous faire avoir, mais alors d'une force monumentale. Maintenant, si la personne se trouve à, on va dire, plusieurs centaines de kilomètres de votre lieu de domicile pour pouvoir aller vérifier l'arme, c'est très simple. Si vous avez les moyens, vous proposez à la personne concernée de la faire rapatrier chez votre armurier via Finance, qui lui va l'avoir, et vous allez pouvoir aller la juger sur place. Ça peut se faire. C'est rare, mais ça peut se faire. Ou alors, s'il y a 700 km, si vraiment vous avez un coup de cœur, si vous avez l'occasion d'aller dans la région concernée par rapport à la personne qui vend l'arme, ou inversement, là, il n'y a aucun souci. Ne jamais acheter une arme sur photo. Jamais, jamais. Sauf arme neuve sur un site avec un armurier compétent et digne de ce nom. Là, c'est autre chose. Là, on n'est pas sur des armes neuves, on est sur des armes d'occasion, ce qui n'a rien à voir. Soyez super vigilants à ce niveau-là. J'ai l'un de mes amis qui vient d'acheter un Python, Colt Python modèle 84, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est celui-ci, modèle 84.
je lui avais dit, vérifie bien le bronzage. Si c'est bien un bronzage bleui, donc noir bleui, importance capitale. Il a vérifié, il s'avère que le bronzage est à 95%, ce qui est relativement rare sur une arme de cette époque. Il n'y a du jeu nulle part. L'arme est en excellent état. Il a fait une très bonne affaire. Donc, il a suivi mes conseils. Donc, tant mieux. Et merci à lui de les avoir suivis. Et je suis content de lui avoir rendu service à ce niveau-là. Surtout sur un Colt Python. Ensuite, si vous avez la possibilité sur un armurier, pour un armurier, s'il a un stand de tir, ou s'il a la possibilité d'aller vous faire essayer l'arme, allez l'essayer. Donc, vous faites toutes les vérifications d'usage, comme je vous ai dit au début de la vidéo et pendant la vidéo. Vous vérifiez tout ça, vous demandez un essai si c'est possible, quitte à payer les munitions. Personnellement, pour ce qui me concerne, moi, je vous donne ma façon de faire. Je préfère payer une boîte de munitions et aller vérifier moi-même si c'est possible l'arme, en fonctionnement. Et une fois que j'ai fait mon tir, je vérifie si tout va bien, je démonte l'arme ou je fais démonter l'arme et je vérifie si tout va bien. Je sais, ça peut paraître assez compliqué de le faire, mais c'est quand même une sécurité dans le sens où vous ne faites pas avoir. Ensuite, si vous connaissez la personne qui possédait l'arme, si c'est un ami de longue date à vous, avec qui vous avez l'habitude de tirer, la question elle se pose même pas. Là, vous oubliez la vidéo, elle se pose même pas. Voilà, donc là après c'est des arrangements entre vous, c'est autre chose. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, ça c'est autre chose. Je vous parle simplement d'armes de collection ou que vous ne connaissez absolument pas la personne qui l'a eu dans les mains. Donc voilà les amis, donc vous voyez, il y a énormément de pièges, il y a énormément de magouilles, il y a beaucoup de gens qui sont malveillants. D'ailleurs, c'est dans tous les domaines, hein, tout ce qui est vente, tout ce qui est, ça peut être dans les voitures, dans les motos, dans tout ce qui est collection, tout ça, c'est de la magouille pas possible. Donc faites super gaffe à tout ce qui est armes de collection. C'est intéressant puisque vous allez faire quelques économies, mais c'est pas forcément intéressant si vous faites ça avoir parce qu'en fait vous allez vous retrouver avec une gaufrette qui sera invendable. Il va falloir faire des réparations, changer les pièces, vous allez perdre de l'argent. Et puis le temps que vous puissiez la vendre, il peut se passer 6 mois, 1 an, tout dépend du modèle, s'il est recherché ou pas. Donc là, ça devient compliqué. Donc les amis, cette vidéo elle a été faite spécialement pour vous mettre en garde sur les armes de collection. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique des commentaires. Je vous mettrai le lien en partenariat avec Conditions Extrêmes qui, eux, ont toujours des choses intéressantes et des promos. N'hésitez pas à me demander le code promo. J'ai le code promo pour ce qui vous concerne pour acheter tout ce que vous voulez, de l'optique, de la pièce de customisation, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à le demander, il y a un code promo spécifique pour ça. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical. Ciao les amis.